Vilnius, juillet 2003. Une capitale d'Europe de l'Est aux ruelles pavées baignées d'une lumière estivale. Un décor paisible que rien ne semble pouvoir troubler, où une équipe de tournage française s'installe pour quelques semaines. On prévoit d'y raconter la vie d'une femme de lettres, loin des plateaux de Paris, loin du tumulte de l'agitation, mais pas loin des tensions qui couvent en silence. Parmi les comédiens, l'une des actrices françaises les plus emblématiques de sa génération. Elle a un regard intense, une voix feutrée, une silhouette discrète au charisme éclatant, issue d'une famille où le cinéma est un héritage presque sacré. Elle est venue ici travailler, retrouver l'inspiration, habiter et passionner. À ses côtés, un homme du même monde, un artiste à la voix rauque, une figure incontournable de la scène rock française. Personnage charismatique et tourmenté, il est venu la rejoindre dans ce huis clos de création, loin de tout. Le 26 juillet au soir, dans la chambre 35 d'un hôtel cossu de la vieille ville, la porte se referme, les rideaux sont tirés, et les heures s'égrènent dans le silence épais des non-dits. Ce que personne ne voit, ce que personne n'entend encore, c'est le basculement. Le lendemain, la production parle d'un malaise, d'une chute. Les appels s'enchaînent, les médecins s'inquiètent, et le silence devient assourdissant. Ce qui devait être un tournage tranquille devient le théâtre d'un drame dont les contours restent flous, encore aujourd'hui, mais dont les conséquences vont secouer toute une génération. Parce qu'ici, à Vilnius, ce n'est pas seulement une actrice qui s'éteint, c'est tout un mythe qui vacille. Vous écoutez Le Coin du Crime, et voici l'histoire. Attention, certains passages risquent de heurter la sensibilité des auditeurs. Il n'est donc pas recommandé à un jeune public. Remontons un peu en arrière. Vilnius, été 2003. Je vous mets un peu dans le décor. Les rues de la vieille ville se parent de cette lumière douce qu'on ne retrouve qu'en Europe de l'Est. Un halo doré qui glisse sur les façades baroques, les balcons en fer forgé et les églises aux dômes cuivrés. La capitale lituanienne n'est pas encore touristique, pas encore effleurée par la foule. Elle garde ce parfum de l'ancien bloc de l'Est, mêlé à une forme de renaissance tranquille, presque timide. On y entend le son des trams, les murmures discrets des couples en terrasse, le rire des enfants qui courent entre les bancs de pierre. Il y règne un calme étrange, presque trop parfait. Dans cette ville qui semble hors du temps, une équipe de tournage française a posé ses valises. Une cinquantaine de techniciens, maquilleurs, preneurs de son, réalisateurs, comédiens, logent tous dans le même hôtel, un établissement cossu de la vieille ville, aux murs couleur crème, avec de grands baies vitrées et une réception aux allures de bibliothèque anglaise. On salue, on sourit, on monte les valises. Les plus jeunes découvrent la ville, ils s'émerveillent et photographient les statues un peu kitsch, les panneaux bilingues, les voitures soviétiques encore garées devant les trottoirs. Dans la chambre 35, une actrice s'installe. Elle connaît bien les tournages à l'étranger. Elle est calme, concentrée et complètement absorbée. Son sac est posé près du lit, toujours le même modèle, usé sur les coins. Elle en sort quelques photos, des carnets et un roman corné aux pages annotées. Elle regarde longuement par la fenêtre. Ce rôle-là, elle le sent. Il est différent. Il la touche et l'obsède déjà. Elle l'a préparé avec soin. Elle a relu les lettres, les journaux, les biographies. Elle s'est enfermée plusieurs jours avant le départ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un homme l'accompagne. Il n'est pas de l'équipe, ne figure sur aucune fiche de paie, mais il est là, presque en retrait. Il s'installe parfois au fond de la salle pendant les répétitions. Il ne parle pas et se contente d'observer. Bien sûr, tout le monde le connaît. On sait qui il est et on doit dire qu'il ne passe pas inaperçu. Quand il entre dans une pièce, il y a comme un flottement, un silence qui se crée autour de lui. Certains l'évitent, d'autres veulent le saluer. Il répond peu et fume beaucoup. Bref, il dégage une de ses auras. Il suit l'actrice partout, ou presque. Certains se demandent ce qu'il fait là, ce à quoi il répond qu'il vient l'encourager et la soutenir. Normal, il s'agit de son compagnon. Au restaurant de l'hôtel, on les voit parfois dîner ensemble. Elle commande léger et lui plus copieux. Il boit un verre, parfois deux. Il parle peu, les regards sont plus longs que les mots. Un serveur lituanien, qui ne comprend pas le français, remarque que certains soirs, les mains tremblent un peu et les visages se ferment. Une fois, l'actrice renverse son verre d'eau. Lui ne bouge pas et fixe l'assiette. Le serveur nettoie rapidement et le dîner continue dans un silence qui a le don de mettre tout le monde mal à l'aise. Un après-midi, sur le plateau, un cadreur raconte cette anecdote étrange.
La veille, il a croisé le couple dans un parc non loin de la cathédrale. Elle marchait devant et lui avait l'air nerveux, les mains dans les poches, les yeux fixés sur elle. Elle s'est arrêtée près d'un kiosque, a acheté un magazine en russe, même si elle ne parle pas la langue. Elle a feuilleté les pages lentement, comme pour tuer le temps. Puis elle est repartie sans un mot. Il l'a suivie. Une scène banale, mais qui, dans son souvenir, devient pesante. Le tournage avance au fil des jours, tandis que les scènes s'enchaînent. L'actrice est incandescente. Les scènes où elle déclame des lettres bouleversent toute l'équipe. Certains pleurent derrière la caméra. On dit même que c'est l'un de ses plus beaux rôles. On dit qu'elle est habitée par le personnage. D'ailleurs, le réalisateur la félicite discrètement sur le ton de la confidence. Il lui murmure qu'elle touche au sublime, alors elle baisse les yeux et le remercie à peine. Elle est ailleurs, car déjà dans la scène suivante. Un soir, une maquilleuse confie à une collègue qu'elle trouvait le couple bizarre. Bizarre comment ? Ah, elle évite de le regarder, il surveille tout. Hier, il l'attendait devant la loge, genre pressé. Elle s'est énervée, elle l'a repoussé un peu, rien de violent, mais juste étrange. Personne ne veut trop en parler. Ce sont des artistes, ils sont comme ça. Ils vivent fort, aiment fort, détestent fort. C'est ce qu'on se dit pour ne pas poser trop de questions. 26 juillet, au soir. La température baisse un peu et une brise passe entre les ruelles. La ville se prépare à dormir et l'équipe de tournage rentre tard au QG. Certains vont boire un dernier verre, d'autres montent directement. La chambre 35 est éclairée et on y entend quelques éclats de voix avant le silence. Le lendemain matin, le petit déjeuner est calme. Les croissants sont tièdes, les conversations molles. On attend l'actrice. Enfin, quelqu'un demande si elle est descendue. Non, pas encore. Une assistante va frapper à sa porte, mais pas de réponse. Elle insiste, puis l'homme ouvre. Il a l'air fatigué. Il dit qu'elle ne se sent pas bien. L'assistante insiste pour voir, mais il refuse de la laisser entrer. On appelle alors le médecin. L'équipe apprend la nouvelle en milieu de matinée. L'actrice est hospitalisée et inconsciente. Les médecins parlent de choc et de lésions cérébrales. Les regards se croisent et certains se souviennent de ces silences et de ces tensions. Mais personne ne comprend vraiment ce qu'il se passe. L'ambiance change et l'hôtel devient un lieu d'attente. Bien sûr, le tournage est suspendu. Dans la chambre 35, les rideaux restent tirés. Le personnel de l'hôtel baisse les yeux quand on leur pose des questions, et un des cuisiniers murmure qu'il a entendu des cris. Une femme de ménage parle d'un miroir cassé, retrouvé dans la salle de bain, mais pas plus de confidences, pas d'autres bruits de couloir. Rien n'est encore dit, rien n'est encore sûr. Mais tout le monde sent que quelque chose s'est passé, quelque chose que l'on n'avait pas voulu voir et qui, maintenant, ne pourra plus être ignoré. Cette actrice, vous la connaissez tous. Il s'agit de Marie Trintignant. Dans les couloirs feutrés des studios de cinéma, dans l'ombre des plateaux, il y a toujours eu sa silhouette un peu floue, familière, celle d'une enfant aux yeux sombres qui observe plus qu'elle ne parle, qui comprend vite les enjeux sans qu'on ait besoin de les lui expliquer. Elle grandit entre deux géants du 7e art, deux figures aimantes mais envahissantes, deux êtres solaires qui ont, sans jamais vraiment le vouloir, laissé peu de place à leur côté. Elle n'a jamais eu besoin de choisir entre eux. Ils l'entourent, chacun à leur manière, chacun avec leur monde. L'un, tout en retenue, voix grave, pudeur rigide. L'autre, volcanique, directe, entière. Il l'élève dans la lumière des projecteurs et le silence des salles obscures. Petite, Marie aime déjà s'inventer des histoires. Elle joue dans sa chambre à être une espionne, une femme fatale ou une astronaute perdue. Elle ne veut pas d'amis imaginaires, seulement des rôles. À l'école, elle ne parle pas beaucoup, elle reste à l'écart, si bien qu'on dit d'elle qu'elle est étrange. Une institutrice raconte qu'un jour, elle l'a vue fixer le tableau pendant 10 minutes sans bouger, comme si elle attendait que quelque chose se passe. Puis d'un coup, elle a écrit toute une page d'un seul jet. Pourtant, chez elle, le silence est rare. On parle de cinéma, on parle politique, on parle d'art. À table, les repas sont animés et se prolongent volontiers, alors que les voix s'élèvent, mais toujours passionnées, jamais colériques. Elle tourne son premier rôle à 17 ans, un petit rôle mais marquant. Elle y met tout ce qu'elle a, si bien qu'on la remarque rapidement et la magie opère. On parle d'elle comme d'une actrice à fleur de peau, capable d'émotions brutes et sans filtre. Les critiques saluent sa sincérité,
les techniciens louent sa discrétion et les réalisateurs la réclament. Très vite, elle enchaîne. Elle ne joue pas, elle incarne. Et même quand elle rentre chez elle, le personnage reste un peu collé à sa peau. Dans sa vie personnelle, elle suit le même chemin. Elle aime sans demi-mesure et elle vit intensément. Marie Trintignant a connu plusieurs hommes, des écrivains, des comédiens, des musiciens, tous attirés par son mystère, un peu dévorés par cette intensité. Marie ne supporte pas le mensonge ni les faux-semblants. Elle exige la vérité, même quand elle dérange. Une amie proche se souvient. Elle pouvait te regarder droit dans les yeux et dire « Tu mens », même si elle avait juste un doute. Elle sentait les failles, elle ne les fuyait pas. Elle est mère aussi à plusieurs reprises et aime ses enfants d'un amour presque animal, profond et viscéral. Elle les protège du monde et refuse de parler d'eux aux journalistes. Pas une photo, ni même une interview. Elle veut que leur vie soit à eux, pas dans les pages des magazines. Lorsqu'elle ne tourne pas, Marie se retire pour écrire et lire, surtout des biographies, des lettres, des journaux intimes. Elle aime comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Avant Vilnius, elle sortait d'une période d'accalmie. Un projet abandonné, des doutes sur le sens de tout ça. Puis, ce rôle arrive. Une écrivaine maudite, tourmentée et passionnée. Quel rôle magnifique. Elle accepte tout de suite. Elle sent qu'il y a là quelque chose de fort et de nécessaire. Sur le plateau, elle est concentrée, presque austère. Elle parle peu entre les prises et se plonge dans ses textes. Une assistante script raconte qu'elle l'a vu réciter les lettres de son personnage les yeux fermés, comme une prière. Elle ne jouait pas, elle récitait une vérité. Le compagnon qu'elle a choisi de faire venir sur le tournage est un choix qu'on comprend peu. Leur histoire est récente, mais tout de même intense et fusionnelle, certains diraient même très toxique. Ce compagnon n'est rien d'autre que Bertrand Cantat. Vous connaissez peut-être leur histoire, mais je vais tout de même vous la raconter depuis ses prémices. Ils se sont connus il y a longtemps, retrouvés après des années. Lui aussi est célèbre, mais contrairement à elle, il vit dans l'excès. Il fascine, il dérange, et leur relation est faite de rupture et de réconciliation. Bref, une spirale infernale. Ils se rencontrent bien avant cette nuit de juillet, bien avant Vilnius, bien avant les projecteurs braqués sur le drame. C'est sur un plateau de télévision que leurs regards se croisent pour la première fois. Elle est là pour parler d'un film, lui pour présenter un nouvel album. Quelques mots échangés dans les coulisses, un sourire timide, et une complicité naît intensément. Il n'y a pas eu de flirt appuyé, juste une vibration étrange, un truc dans l'air. Elle le trouve intense et différent. Lui est fasciné par sa réserve, son regard qui n'oscille pas. Qui ne pouvait pas aimer Marie Trintignant ? Les années passent et chacun suit sa route. Ils se croisent parfois dans les festivals ou dans les coulisses. Elle le regarde monter sur scène. Lui l'écoute réciter ses rôles avec cette voix si douce, si tranchante. Puis un soir, ils se retrouvent, par hasard. Un dîner, un appel, hop, ils se rabibochent, comme si le temps n'avait rien effacé, comme si c'était maintenant que tout devait commencer. Alors, ils tombent amoureux très vite, fusion totale. Ils parlent d'elle comme d'une évidence. Je crois que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend. Ils s'écrivent des lettres, se laissent des messages en pleine nuit. Ils dorment peu et vivent fort. Lui est jaloux et très inquiet parce qu'il la trouve libre et farouche. Le couple vacille déjà, mais aucun des deux ne veut lâcher prise. C'est comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. Il brûle, mais on y retourne. Puis, il y a les premières disputes. Les silences se prolongent et les regards deviennent tranchants. Les scènes de ménage se répètent au rythme des portes qui claquent, mais cela se termine toujours de la même façon. Elle s'excuse et lui promet. Ils se réconcilient et rebelotent. Il est torturé, mais il m'aime. Marie croit pouvoir l'aider et Bertrand croit pouvoir la garder. Jusqu'au moment où aimer est devenu contrôler et où contrôler est devenu frapper. Oui, vous l'avez bien entendu. Un jour, elle confie à une maquilleuse que Bertrand lui fait peur. Mais je l'aime. La maquilleuse, interloquée, ne trouve pas quoi répondre. Alors Marie change de sujet. Retour au tournage, avant la fameuse nuit du drame. Une scène du film la bouleverse particulièrement. Marie doit lire une lettre de rupture et pleure avant même de commencer.
Le réalisateur décide de garder la prise, mais personne n'ose l'applaudir. Elle quitte le plateau sans un mot et ne descend pas dîner ce soir-là. Une rumeur court dans l'équipe qu'il y aurait eu une scène la veille dans l'hôtel. On aurait entendu des cris puis un bruit sourd. Personne ne veut vraiment savoir. Alors, on préfère penser qu'ils se sont disputés comme tous les couples, qu'ils s'aiment trop fort et qu'ils sont entiers comme les artistes passionnés qu'ils sont tous les deux. Elle revient sur le plateau le lendemain avec quelques égratignures sur le visage, les yeux boursouflés à force d'avoir pleuré, mais tout passe avec le sourire de Marie Trintignant. Pour la première fois depuis longtemps, ses yeux ne sourient pas. Elle s'excuse d'avoir été distante et promet à tous de passer une soirée ensemble dès que le tournage sera terminé. Malheureusement, ce sera sa dernière semaine de tournage. 26 juillet 2003. La chaleur est tombée doucement sur Vilnius. Il est un peu plus de 23 heures et la ville s'est apaisée. Les touristes ont quitté les ruelles pavées, les enfants dorment, les restaurants ferment leurs terrasses une à une. Au 4e étage de l'hôtel Domina Plaza, les fenêtres de la chambre 35 restent closes. À l'intérieur, une lumière tamisée, un silence épais. Quelque chose a changé. La veille encore sur le plateau, tout semblait tenir. Elle riait discrètement à une blague d'un machiniste. Elle avait même proposé de refaire une prise qu'elle jugeait imparfaite. Mais ce soir-là, dans la chambre, ce n'est plus la même atmosphère. Quelque chose couve depuis plusieurs jours. Des tensions, des regards fuyants, une forme d'exaspération retenue. Ils ont dîné seuls dans la chambre, un plat lituanien qu'elle n'a pas touché. Les 2 assiettes en porcelaine blanche, livrées par le room service, sont restées vides. Elle a regardé son assiette pendant de longues minutes, les bras croisés. Bertrand est accoudé au bureau, le regard dans le vide, un verre à moitié vide et pas un mot ou presque ne sort de sa bouche. Puis à un moment, la tension monte. Elle est ferme, lui, plus rauque et plus tranchant. « Je t'ai dit d'arrêter, tu contrôles tout, même quand je ne suis pas à toi, » dit-elle. « T'étais où hier soir ? Pourquoi t'as mis ton téléphone en silencieux ?» Elle se lève, marche jusqu'à la fenêtre, tire le rideau d'un geste sec. Elle respire fort, tandis qu'il s'approche un peu trop près d'elle. « Tu as reçu mon message, montre-le-moi » insiste-t-il. « Tu fous quoi ? T'as vu l'heure ? T'as vu ta gueule ?» Le ton claque. Un bruit sourd, un objet tombe, un verre peut-être. Puis plus rien. Il y a un silence épais et lourd. Les chambres voisines n'entendent qu'un bruit mat, comme un choc contre un meuble, puis ce vide sonore. Personne ne descend et personne n'appelle la réception. Chacun pense qu'il ne faut pas se mêler des histoires des autres. Le lendemain, c'est là où l'assistante demande après Marie, et qui, en apprenant qu'elle est souffrante, appelle un médecin. La réceptionniste monte, accompagnée d'un vigile. Elle frappe. Il ouvre, en caleçon, torse nu, les yeux rougis. Il dit que sa compagne a fait un malaise, qu'elle est tombée, et qu'elle ne répond plus. L'actrice est allongée sur le lit, inconsciente. Son visage porte des marques d'hématomes, des traces sombres sur les pommettes, le front, le cou. Elle respire très faiblement. Le médecin arrive en 20 minutes. Après avoir ausculté l'actrice, il appelle aussitôt une ambulance. Le personnel de l'hôtel évite de poser des questions, mais tout n'est qu'évidence. Il y a du verre brisé dans la salle de bain et une serviette tachée de sang dans l'évier. Le médecin ne dit rien. Il prend note en attendant que l'équipe d'urgence médicalise la patiente. On pose une perfusion, branche le moniteur et on rapatrie Marie vers l'hôpital central de Vilnius. Le compagnon descend avec eux et suit l'ambulance dans un taxi sans dire un mot. Le chauffeur le regarde dans le rétroviseur. Il remarque ses phalanges rouges, mais ne dit rien. À l'hôpital, le diagnostic tombe vite et il n'est pas encourageant. Traumatisme crânien sévère et coma. Les médecins observent des lésions incompatibles avec une simple chute. Ils alertent la police et l'enquête débute. Le lendemain matin, l'équipe du film arrive sur le plateau. Le silence est total. Elle ne viendra pas. Elle est à l'hôpital. Certains pensent à une fatigue, une crise d'hypoglycémie. Puis les rumeurs prennent corps. On parle d'une dispute, des coups et des bris de verre, d'un médecin qui évoquait des blessures multiples. Alors, le réalisateur prend une terrible décision. Il annule le tournage et s'enferme dans sa chambre. Une script, les mains tremblantes, envoie un texto à sa sœur. « Je crois que c'est grave. Je crois qu'il l'a frappé. » Pendant ce temps, dans une salle blanche de l'hôpital, un neurologue regarde les IRM. Il fronce les sourcils, car les lésions cérébrales sont profondes.
Marie Trintignant est plongée dans un coma artificiel et ses chances de réveil sont faibles, très faibles. Dans la journée, Bertrand Cantat est interrogé. Il parle d'une dispute, il admet une gifle, rien qu'une. Il dit qu'il a paniqué et qu'il a essayé de la réveiller. Bien sûr, il pleure et dit qu'il n'a jamais voulu faire ça, que c'était un accident. Mais les policiers notent des contradictions dans son discours, une version hésitante et des silences mal placés. L'inspecteur lituanien est froid et rigoureux. Il reconstitue les faits méthodiquement. Lorsqu'il se rend sur place, il prend des photos de la chambre, en fait l'inventaire, et il récupère les caméras de surveillance. Sur l'une d'elles, on voit l'actrice revenir seule à 21h. Lui, 20 minutes plus tard. Il a l'air nerveux, et il titube légèrement. Était-il ivre à ce moment-là ? Un serveur raconte qu'il les a vus s'embrasser 2 jours plus tôt. Il dit que c'était bizarre, c'était comme si elle repoussait ses bras et ses caresses forcées. Une étreinte qui a duré trop longtemps, à son goût. Le serveur n'a rien dit, pensant que c'était leur manière de s'aimer. À Paris, la famille de Marie Trintignant apprend la nouvelle. La mère hurle au téléphone et exige un avion. Elle veut se rendre immédiatement auprès de sa fille. Le consulat se mobilise. On organise un rapatriement, mais il est trop tôt. Les médecins le lui interdisent. Dans le bureau étroit du commissariat central de Vilnius, les volets sont à moitié baissés, laissant passer une lumière grise et crue. Il y a une odeur de café froid, de bois ancien et de tension dans l'air. Assis face à 2 policiers, Cantat garde les bras croisés. Il ne tremble pas, mais ses yeux cherchent l'échappatoire. Il répète qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas compris, qu'elle s'est effondrée et qu'il l'a quand même aidée, s'il vous plaît. Un policier lituanien, carré, discret, note chaque mot dans un carnet. Il ne parle presque pas et laisse le silence effectuer son travail. Ce silence, Cantat le redoute et le comble maladroitement. Il parle de gifles, puis d'un coup, il dit qu'elle est tombée contre le lit ou contre le mur, il ne sait plus. Il dit que c'est allé trop vite, mais il ne dit jamais « j'ai frappé ». Il dit « c'est arrivé ». Pendant ce temps, au 4e étage de l'hôtel, les enquêteurs inspectent la chambre 35. Ils photographient chaque angle, chaque tache, chaque éclat de verre. La moquette est marquée à un endroit, comme si un liquide avait été nettoyé trop vite. Un miroir fendu repose dans la salle de bain. Sur le bureau, un carnet de notes est ouvert. Une phrase soulignée 2 fois. Il faut fuir avant de sombrer. La réceptionniste raconte qu'il était descendu plusieurs fois dans la journée du 26 juillet. Il semblait nerveux et qu'il avait demandé du vin, puis qu'il était revenu l'annuler. Un serveur se souvient l'avoir entendu hausser le ton dans la cage d'escalier. Des mots rapides et flous. « Elle ne veut plus de moi. Elle me pousse à bout. » Le serveur n'avait pas compris le contexte. Il pensait à une dispute de travail. À l'hôpital, les médecins font leur rapport. Ils n'ont aucun doute. Les blessures ne sont pas compatibles avec une simple chute. L'actrice a été frappée, et plusieurs fois même, avec une grande force. Le crâne présente plusieurs zones d'impact. Le visage a des ecchymoses anciennes, des traces qui ne datent pas d'hier. 1er août 2003. Marie Trintignant, rapatriée en France, est inconsciente. Elle est plongée dans un coma profond. Elle a été prise en charge dès son arrivée. Les médecins français examinent les images, comparent les diagnostics et confirment la triste réalité. Œdème cérébral massif, nécrose irréversible des tissus. Les lésions sont trop graves et le cerveau ne répond plus. Ce sont les machines qui la maintiennent en vie artificiellement. Les espoirs déjà maigres s'effondrent. Plus tard dans la matinée, à 10h30, l'équipe médicale arrête les soins. Marie Trintignant meurt sans avoir repris connaissance. Elle avait 41 ans. 29 mars 2004, dernier jour du procès. Les débats s'ouvrent ce jour-là sur les circonstances de la nuit du 26 juillet 2003. Le procureur évoque encore une fois une dispute violente, déclenchée par un message reçu sur le téléphone de la victime. Il décrit les coups portés, les heures sans assistance, le coma irréversible. L'autopsie révélera que la victime a reçu au moins 19 coups, provoquant un œdème cérébral fatal. La défense admet des gifles, parle d'une dispute tragique, d'un accident. L'accusé, d'une voix basse, exprime des regrets. « Je ne voulais pas que cela arrive. Cette main n'aurait jamais dû se lever. » Il affirme ne pas avoir mesuré la gravité de ses actes.
Les témoins défilent encore une dernière fois. Ensuite, le jury se retire pour réapparaître quelques minutes plus tard avec le verdict. 8 ans de prison ferme. Le juge souligne que l'accusé devait prévoir les conséquences de ses actes, y compris la mort. La famille de la victime, présente, reste digne, sans réaction visible. L'accusé, tête baissée, accepte la sentence sans un mot. Dehors, les flashs crépitent, les micros se tendent, les caméras tournent. La justice a parlé, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Septembre 2004. Bertrand Cantat est transféré en France pour purger sa peine. Il reçoit peu de visites et passe son temps à écrire et à lire. Il refuse les interviews à tout le monde. Un surveillant raconte qu'il écoute en boucle les mêmes morceaux et qu'il griffonne sur les murs de sa cellule des paroles inachevées. Les avocats des deux parties annoncent des intentions d'appel, mais finalement, les recours sont abandonnés. La peine devient définitive. 4 ans plus tard, Bertrand Cantat est libéré après avoir purgé la moitié de sa peine. La remise de peine est automatique car la loi l'autorise. Le débat, lui, ne s'apaise pas. Voilà la triste fin d'une femme brillante, talentueuse et libre, qui s'écroule un soir de juillet, dans une chambre d'hôtel loin de chez elle, sous les coups d'un homme célèbre lui aussi, qui a perdu tout contrôle. 8 ans derrière les barreaux, dont la moitié seulement a été effectuée. Le reste, c'est du silence, de la gêne, des regards qu'on détourne. L'histoire aurait pu être celle d'un film noir. Elle est devenue le symbole d'un réveil tardif. En 2013, il forme le duo Détroit et sort l'album Horizon. En 2017, il sort un album sous son propre nom. Marie, elle, ne sortira plus aucun film.